Bonjour à chacun, je vous présente un extrait de colle que j'ai donné en PC, donc en deuxième année de prépa, octobre 2021. Alors, elle peut très bien s'adresser à des étudiants, évidemment, et aussi à des élèves, par exemple de terminale, qui sont intéressés pour comprendre comment se déroule une colle en prépa, aussi bien en première année qu'en seconde année. Donc là, par exemple, en général, l'école dure 1 heure, vous devez présenter votre travail au tableau et oralement, suite aux sollicitations du professeur. En général, on divise en deux parties distinctes, une partie questions de cours, alors ça peut être une ou plusieurs questions de cours. Idéalement, il s'agirait d'y passer 25 minutes, par exemple, grand maximum. La seconde partie concerne toujours un exercice au moins. Il s'agit de montrer jusqu'où on peut aller pour l'élève. Et bien sûr, le professeur peut être amené à rajouter des questions, à interroger sur la méthode employée, les résultats. Donc c'est assez varié. Là, je me contente simplement de présenter un extrait de questions de cours qui est un grand classique, c'est vraiment la base, c'est établir l'équation d'Alembert, par exemple dans le cas d'une corde. Il y a également la possibilité d'avoir cette même question pour un solide, donc après on fait la théorie avec la déformation du solide. Donc là, je me contente simplement d'établir l'équation d'Alembert dans le cas d'une corde vibrante. Et la question que j'avais posée également, c'est de discuter également des solutions possibles pour cette équation, sans aller trop loin dans la résolution. Donc il s'agit d'une équation aux dérivées partielles. Alors, des fois, il arrive qu'on l'écrive comme ça, un carré avec y égale à 0. En fait, y étant un scalaire, on appelle ça l'opérateur de D'Alembertien. C'est vraiment le minimum qu'on puisse écrire pour cette équation, par exemple. Et en réalité, l'équation de D'Alembert peut s'écrire comme ça. Alors la déformation, on va l'appeler y ici. Donc ça veut dire que la propagation de l'onde dans une corde a lieu suivant l'axe x, par exemple. En revanche, la déformation va se propager dans l'axe y. Alors l'équation d'Alembert systématique dans ce cas précis s'écrit comme ça. Donc aux dérivées partielles d'ordre 2. Alors c est égal à la célérité de l'onde au travers de la corde vibrante, et elle a été établie par Jean Leron d'Alembert. Alors il y a eu d'autres personnages qui ont travaillé avant, notamment Bernoulli et d'autres scientifiques, mais c'est vraiment lui en 1746 qui a évoqué cette équation-là aux dérivées partielles. Et le sujet initial, c'était vraiment d'étudier les cordes vibrantes d'un instrument. En l'occurrence, il s'agissait d'un violon historiquement. Et on voit que la vibration des cordes, moi j'ai pris l'image d'une guitare, pourquoi pas, dépend en fait de l'espace et du temps, donc de x et de t en l'occurrence ici. Donc il s'agit ici d'arriver à établir cette équation-là. L'équation, on appelle ça également l'équation des ondes, qui rend compte de la propagation des ondes mécaniques au travers d'une corde vibrante. Alors typiquement la corde de guitare, la corde de violon, choses comme ça. Donc on va essayer d'établir cela. Concrètement, en colle, vous pouvez y passer un quart d'heure, pas plus, pour l'établissement. Ensuite, vous demandez au professeur ce qu'il en pense, voilà, et vous discutez de votre présentation. Mais pas guère plus en termes de barème, un quart d'heure, grand maximum. Ça doit vraiment être un automatisme. Alors, pour démarrer, je vais changer de page. Donc on va considérer, en réalité c'est comme beaucoup d'autres phénomènes, on va considérer qu'une tranche de la corde, donc on imagine une corde sans raideur particulière, et on va en prendre qu'une partie dite mésoscopique, donc par tranche, donc pour laquelle on va pouvoir faire les approximations, notamment linéariser certains termes, et on va prendre simplement une portion dl de corde, voilà, qui va être compris entre les abscisses x et x plus dx. Donc là, on a un terme différentiel dx. Donc ça veut dire un tout petit élément de corde. Donc on va appeler ici dl. Alors la corde, on va négliger tout ce qui est fort de pesanteur. Ici, donc notamment son poids, ici que l'on va négliger. En revanche, cette corde-là a une masse. Donc comme on est sur un élément infinitésimal, on va avoir une masse dm, en l'occurrence ici. Alors souvent, on introduit la grandeur mu, qui est dm sur dx, qui correspond, donc là c'est homogène à une masse linéique, c'est-à-dire à un élément de masse rapporté à un élément de distance. Concrètement, en TP, lorsqu'on travaille dans ces domaines-là, typiquement la corde de Melde par exemple, pour vérifier quelques caractéristiques, on est amené non pas à peser un tout petit bout de corde, mais à peser carrément 1 mètre ou 2 mètres de corde et faire le rapport pour avoir sa masse linéique. Donc ce que j'appelle mu dans cet exemple, c'est la masse linéique de la corde. Alors, on considère également deux forces.
Donc une que j'ai montrée qui va vers la droite en bleu, qui correspond, alors il y a beaucoup de klaxons dans la rue, je ne sais pas pourquoi, laissons faire. Je considère une force qui tire vers la droite, donc c'est des forces extérieures, donc qui a lieu de la droite sur la corde, avec un angle que j'appelle bêta, donc x plus dx de t. De l'autre côté, vous avez également une force extérieure qui tire vers la gauche et proposant ici un angle bêta xt à cet endroit-là. Donc en fait, que va-t-on faire pour établir l'équation de D'Alembert? Tout simplement, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Ici, il va se réduire simplement au théorème d'instant d'inertie, si vous voulez. Donc l'élément dm, on va le remplacer par mu dx. Donc mu dx est homogène à un dm, donc une masse infinitésimale en quelque sorte. L'accélération, alors faites gaffe, la perturbation, c'est vraiment sur y. Donc on va avoir la dérivée seconde, donc l'accélération en fait d2y sur dt2, et qui a lieu donc sur un élément. Alors ici je pourrais ajouter par exemple des vecteurs unitaires si vous voulez, donc mettons ey ici, ex pourrait écrire donc des relations vectorielles, donc là on va être en ey, et on a l'action des forces extérieures, donc qui tire vers la droite, on va avoir t en abscisse x plus dxt, plus, alors je l'ai appelé t' ici, qui donc a lieu de la gauche, qui tire sur la corde, donc t'xt. Alors, en réalité, suivant les actions-réactions, on va pouvoir réduire le membre de droite à ceci, c'est-à-dire que t de x plus dxt, en réalité, moins t, ici, en xt. Donc là, c'est déjà une simplification importante de base. Cette expression-là du principe fondamental de la dynamique, on va donc le projeter suivant les deux axes. Donc, par exemple, en ex, ici, et bien sûr, en dessous, on va projeter en ey. Donc, on va se retrouver avec deux équations. Alors, l'accélération ici projetée sur ex, c'est nul, puisqu'elle correspond à la perturbation qui est verticale. Et on voit qu'il s'agit simplement de projeter les deux forces de tension. Donc, à savoir le t ici en x plus dxt ici, et le t en bleu, là, la tension, la force de tension en xt. Donc, on va avoir tx plus dx à projeter. Donc là, je ne reviens pas dessus, vous êtes censé connaître ça absolument par cœur. En projection horizontale, on va avoir un cos bêta. Attention, bêta en x plus dxt, donc il se retrouve évidemment ici. Et en projection, on va avoir moins txt, cette fois-ci cosinus bêta xt. Donc voilà pour la projection en ex. Et la projection en ey, donc là évidemment il s'agit de garder notre accélération suivant y, donc on va avoir mu dx d2 rond y sur d rond t2. Alors attention, xt toujours égal. Donc là on projette encore les tensions, mais cette fois-ci verticalement. Donc on va avoir t de x plus dxt sinus bêta x plus dxt moins t en xt sinus bêta xt. Donc là, on a réalisé les deux projections, on se retrouve avec deux équations distinctes. La première peut être linéarisée assez rapidement, puisqu'on a des petits angles, donc vous appelez ça souvent l'approximation des petits angles. Donc on peut être un petit peu plus rigoureux, donc là, pour la linéarisation, je fais un petit point là-dessus. Si par exemple, on prend une fonction, mettons f par exemple, comme en mathématiques, en un point, alors ici on peut prendre une abscisse a par exemple, plus une petite variation epsilon, on peut écrire ça en approximation est égal à f de a, donc l'image au point a, plus la dérivée f' de a multipliée par epsilon. Alors ce terme-là, c'est de l'ordre 0, simplement le remplacement de l'abscisse a. Et ici, vous avez le terme d'ordre 1. Alors souvent, on linéarise les sinus et les cosinus très rapidement. Après, on les sait par cœur, mais il faut quand même savoir d'où cela peut provenir. Donc si par exemple, je veux linéariser l'équation qui a été projetée ici en ex, donc linéariser simplement les cosinus bêta, je me rends compte que si je fais un développement limité d'ordre 1 ici en 0, il suffit simplement de remplacer a par 0. Donc si je l'applique par exemple, ça peut être au cosinus ou au sinus comme vous voulez. Donc ici, comme on est en cosinus, on va écrire cosinus de 0 plus epsilon, vous voyez l'analogie avec les mathématiques, un développement limité. Donc on va avoir simplement cosinus 0 plus la dérivée, donc la dérivée c'est moins sinus, de 0 fois
epsilon. Donc évidemment, ce second terme est nul. Il nous reste donc l'approximation ici cosinus 0 qui est égal à 1. Donc c'est la raison pour laquelle on fait ce développement limité, cette linéarisation au premier ordre en cosinus, et on vous dit systématiquement que c'est égal à 1, en tout cas à l'ordre 1. Donc ici, par exemple, on va écrire que cos bêta, alors x ou x plus dx, on va donc linéariser en 1. Vous avez la même chose pour le sinus. Donc par exemple en 0, donc on va écrire sinus 0 plus epsilon. L'approximation, on va écrire sinus, eh bien ici 0, plus la dérivée, donc c'est cosinus 0 fois epsilon. On voit que ce terme s'annule, donc en réalité, c'est la raison pour laquelle on vous dit quand on linéarise à l'ordre 1 un sinus, donc la sinus bêta en l'occurrence, on va linéariser ça simplement en écrivant bêta. Donc il vient d'ici, ici on a epsilon, donc on transforme ici en bêta car il s'agit d'un petit angle. Donc voilà peut-être un petit aparté sur la linéarisation. Donc vous voyez que notre équation 1 ici écrite, je vais changer de page, on va la linéariser très rapidement. On va avoir la chose suivante. Alors quand on regarde cette première équation, donc on avait 0 ici. Après linéarisation, évidemment, donc on a t de x plus dxt, alors fois 1, on a linéarisé le cosinus, moins t de xt, et cette expression est égale à 0. Donc là, il faut aller extrêmement vite. Alors là, je détaille énormément, mais tout ce que j'écris dans cette vidéo prend beaucoup moins de temps en réalité. Mais il faut être vraiment rigoureux parce qu'il faut vous attendre à toute question de la part du professeur Kohler. Donc on peut vous dire d'où vient cette linéarisation, etc. Donc là, quand on voit cette expression-là, on fait directement un développement de Taylor du premier ordre. Donc même chose, si vous ne savez plus ce genre de choses, revoyez vos cours de mathématiques ou faites une recherche. Cette expression-là peut s'écrire très simplement d rond t de xt sur dx, d rond x, dx égale à 0. Donc on voit ici qu'on a une dérivée première, et donc on résout ça très simplement. Cela signifie que t de xt, ici dans notre problème de vibration de corde, est une constante, et habituellement on l'écrit t0. Donc c'est vraiment un premier résultat. Donc là, dans votre expression, votre équation 1 vous amène finalement à dire que la tension exercée en fonction de x et de t est une constante. Si on regarde l'équation 2, où on avait la chose suivante, donc mu dx d de rond y sur d rond t2, donc ça on avait le terme de l'accélération, et à droite on avait t de xt sinus moins t sinus qu'on a linéarisé, les sinus. On se retrouve donc avec une équation de ce type-là. Donc je vais vous l'écrire si vous voulez. Donc on avait t0, parce que cette fois-ci t est une constante. Le sinus bêta qu'on a linéarisé en bêta, x plus dxt. Donc revoyez l'équation qu'on avait écrite tout à l'heure, je ne reviens pas aux pages en arrière, moins t0 bêta de xt. Donc la même chose, si vous factorisez par le t0, vous avez un développement de Taylor du premier ordre à proposer, donc d rond bêta sur d rond x, alors bêta dépend de x et de t évidemment, dx. Voilà donc pour la linéarisation de la seconde équation en projection. Voilà. Alors là, vous voyez qu'on a la variable y qui est vraiment notre perturbation, c'est elle qui nous intéresse, on est vraiment à deux doigts de trouver l'équation de D'Alembert. En revanche, vous remarquez ici, on a un terme en bêta, donc là, on a un problème d'homogénéité, on ne peut pas conclure. En revanche, nous sommes dans les approximations des petits angles. Donc si par exemple je fais un élément de force ici, voilà, avec un angle, donc par exemple ici nous avons travaillé avec bêta xt par exemple, dans un élément mésoscopique de corde, donc il s'agit de la même chose pour les déplacements verticaux, horizontaux. Donc là on va avoir un dy, ici on va avoir un élément différentiel dx, et on se rend compte que quand on fait un peu de trigonométrie ici, donc tangente bêta, de xt si vous voulez. Alors si on linéarise, c'est pareil, les tangentes se linéarisent à l'ordre 1 en tangente bêta égale à peu près bêta. Et on se rend compte ici que quand on fait la tangente dans ce triangle rectangle, cet élément, on se retrouve avec une dérivée partielle de la forme d rond y sur d rond x. Donc le bêta qui est ici, on va le remplacer par d rond y sur d rond x. Et vous voyez que dans ce terme-là, il est déjà dérivé à l'ordre 1 par rapport à x.
bilan des courses, on va avoir mu dx, d2 rond y sur d rond t2, donc là la partie temporelle, égale t0, d2 rond, cette fois-ci y, faites attention, quand vous dérivez bêta ici, vous retrouvez cette expression à l'intérieur. Donc y va se retrouver différencié à l'entre-deux. Donc on va avoir d de y sur dx2, et on n'oublie pas le terme différentiel qui n'a pas disparu. Faites attention au tableau, souvent en colle, des élèves font un peu rapidement les approximations et on oublie quelques termes. Donc en termes de bilan, on va simplifier évidemment par dx, c'est les deux termes, et en arrangeant un petit peu l'équation, on l'écrit plus conventionnellement comme ceci, donc d de rond y sur d rond x2, donc là y qui dépend de x et de t, moins mu sur t0, voilà, d2 rond y, alors je fais un peu mal les carrés, voilà, le terme temporel égale à 0. Et bien là, on a démontré l'équation des ondes pour la corde vibrante ici, on appelle ça l'équation de d'Alembert. Alors, quand on regarde un peu l'équation aux dimensions, ce terme-là, alors si on regarde la dimension, ce terme-là, il est adimensionné, on a une distance carrée sur une distance carrée, donc c'est égal à 1 ici. Et ici, vous vous retrouvez avec une vitesse au carré, donc y sur t en termes de dimension, on va avoir le carré d'une vitesse. Donc, quand on regarde l'équation aux dimensions ici, je vais un peu vite parce qu'on peut considérer qu'on est en colle, on se rend compte que ce terme-là est homogène à l'inverse d'une célérité. Donc, on peut dire que ce terme-là, grâce à l'équation aux dimensions, que le mu sur t0 est homogène à l'inverse d'une célérité au carré, ce qui permet d'afficher le fait que les ondes qui se propagent dans cette corde ont une célérité égale à racine de t0 sur mu. Donc on remplace très favorablement cette équation comme ceci. Donc c'est l'écriture un peu finale généralisée dans ce cas ici. Alors si on veut vraiment généraliser, on va remplacer y par une perturbation, on peut l'appeler petit s si vous voulez. Et on l'écrit donc en dérivée partielle seconde, moins 1 sur c carré, d2 rond y sur d rond t2, alors x de t à chaque fois, égale à 0. Donc ça, c'est l'équation de d'Alembert qu'il a établie, équation aux dérivées partielles, et qui régit en fait le comportement de propagation des ondes au sein de cette corde. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'analogies, notamment dans les solides, où quand on étudie ça, on introduit le module Young. Donc là, ce n'est pas demandé, mais ça peut faire aussi l'objet d'une question de cours, où on peut vous interroger, donc en lieu et place de la corde, on peut vous demander de démontrer l'équation de d'Alembert au sein des solides. Et on voit qu'on a une analogie, donc la célérité à ce moment-là, c'est la racine carrée du module Young sur la masse volumique du matériau. Donc voilà pour l'établissement de ces choses-là. Ce terme-là ici, comme on est à une dimension, peut tout à fait s'écrire aussi en laplacien, donc le laplacien de y, ici. On retrouve aussi souvent un équivalent, c'est le nabla carré de y. Donc ça dépend un petit peu vos cours. Si vous êtes en fac ou en prépa, des fois on n'utilise pas tout à fait le même formalisme. Donc voici pour l'équation de d'Alembert, donc à savoir redémontrer vraiment sur le bout des doigts, en étant le plus rigoureux possible, et en gardant un petit peu quelques connaissances au cas où le professeur Kohler vous pose des questions. Je voudrais juste argumenter un tout petit peu sur les solutions, donc là il faut aller vite, mais en colle, on peut très bien vous dire en 10 minutes, développer un peu les solutions d'Alembert, de quel type quelles sont leurs caractéristiques, par exemple. On va voir ça très rapidement dans la dernière page. Donc pour évoquer les solutions, alors dans votre programme, on évoque souvent deux types de solutions. Il y a ce qu'on appelle les ondes progressives, donc qui peuvent se propager ici sans déformation. Donc l'écriture générale, ça peut être ceci, donc une solution de l'équation d'Alembert, équation des ondes. Donc attention, spatiale et temporelle, S de x de t. Donc on peut avoir introduit une fonction qui s'écrit comme ça, f de x moins ct plus g de x plus ct. Donc là, vous avez à discuter. Donc la première, ce premier type d'onde progressive va se propager dans les x croissants. Le second terme va se propager ici dans les x décroissants, donc à discuter. Donc là, on parle d'ondes progressives. On peut généraliser ça aussi aux ondes monochromatiques. Alors dans votre programme, on parle d'ondes planes monochromatiques. Alors une expression peut tout à fait être f, par exemple, de xt égale donc une amplitude, f tilde de k, donc ça très général, donc f de k, k étant
Le vecteur d'onde, hein, considéré pour cette onde-là, cosinus kx moins oméga t plus, mettons, phi de k. Alors, je ne détaille pas ici, mais vous pouvez tout à fait expliciter les termes, leur rôle, leur intérêt. Donc là, pour un type d'onde progressive monochromatique, cette expression provient de l'étude en série de Fourier que éventuellement on pouvait entrevoir en cours, mais ce n'est pas certain. Donc, qui propose une amplitude, une pulsation, un déphasage, et vous avez ici le vecteur d'onde, hein, qui correspond un petit peu à l'aspect spatial de la propagation de l'onde. Et vous avez ici la pulsation de l'onde, correspond à l'aspect temporel, donc à discuter. Ces deux termes sont reliés, notamment dans la relation de dispersion. Donc c'est vraiment à évoquer, à bien connaître et éventuellement à schématiser. Il existe un autre type de solution qui correspond à ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Alors là, il faudrait passer un temps assez important pour décrire tout cela. Ça peut prendre tout un chapitre, hein, les ondes stationnaires. Une des applications les plus courantes en TP, en prépa, c'est l'étude complète de la corde de Meld, mais il y a encore beaucoup d'autres exemples où on étudie les ondes stationnaires, donc c'est vraiment à étudier. Il y a beaucoup de théories, notamment l'obtention des modes propres et de leur discussion. Alors en général, pour les ondes stationnaires, hein, initialement, on peut parler de découplage, donc elle peut s'écrire, c'est la forme f de xt, en développant une fonction qui va ne dépendre que de x, multipliée par une fonction, on l'appelle comme vous voulez, qui va dépendre que de t. Donc on arrive à découpler les variables temporelles et spatiales. Donc ça commence comme ça, et ensuite on injecte dans l'équation de D'Alembert qu'elle doit vérifier, on en déduit l'étude des modes propres d'oscillation. Et donc on arrive après aux ondes stationnaires. Donc voilà pour un petit peu la discussion. Donc en colle, on pourrait s'arrêter là. Ça prend bien une vingtaine de minutes, plus les éventuelles questions du colleur. Et donc vous êtes amené après, éventuellement, en colle, dans une seconde partie, sur un exercice qui va vous occuper au moins une demi-heure, qui peut porter tout à fait sur la propagation des ondes. Donc, il y a moult exercices possibles. Donc comprenez qu'il faut bien maîtriser son cours, c'est le plus important. Et après avoir quand même de la méthodologie de calcul, donc avoir fait tourner quelques exercices, on va dire, canoniques, pour être assez à l'aise en colle. Et puis bien sûr, le professeur colleur est toujours bienveillant et essaie de vous guider lorsque vous êtes un petit peu en arrêt dans un exercice qui vous semble un petit peu original. Donc voilà pour l'exemple. Alors dans cette vidéo, j'ai présenté donc l'établissement de l'équation de D'Alembert, qui est un grand classique en exercice, en colle et aussi également dans les concours. Donc c'est quelque chose, il faut gagner du temps parce que vous savez, pour les concours aux grandes écoles, le fondamental, c'est le timing. Il faut être super rapide, rigoureux, mais extrêmement rapide. Donc, si on vous pose une question, établir l'équation des ondes, il faut être vraiment extrêmement rapide. C'est vraiment du par cœur. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Et peut-être que des élèves du secondaire, du lycée, ont pu jeter un œil et se dire, voilà, c'est pas complètement inaccessible. Ça peut être évidemment intéressant dans l'avenir. En vous remerciant et puis à une prochaine vidéo. Merci à vous, au revoir.